Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 123. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre linéaire assez pointu qui va nous permettre de caractériser des projecteurs orthogonaux à l'aide de la norme subordonnée associée à la norme issue d'un produit scalaire. L'énoncé précis du jour est donc le suivant, soit E muni d'un produit scalaire, un R espace pré-hilbertien. On va noter double barre la norme associée au produit scalaire et on va noter triple barre la norme subordonnée à la norme double barre sur L de E qui est définie de la manière suivante. On va considérer maintenant un projecteur non nul de L de E et on va démontrer que ce projecteur est orthogonal si et seulement si la norme triple de P est exactement égale à 1. Cet exercice est un exercice qui peut très bien se faire en deuxième année de classe préparatoire. Plutôt en deuxième année qu'en première année, car il faut avoir quand même un peu de background sur les espaces pré-hilbertiens et bien sûr sur les manipulations autour de la norme triple. Alors la norme triple, c'est quelque chose que nous avons déjà rencontré dans un précédent exercice, un petit exo de colle. Il s'agissait du petit exo de colle numéro 26. C'était un petit exo de colle où on avait pour but d'étudier une intersection de boules centrales en 0 de rayon 1 par rapport à toutes les normes subordonnées qu'on pourrait avoir dans l'ensemble des matrices à coefficients complexes. Et de manière étonnante, cela donnait un résultat relativement trivial. Mais bien sûr, ce n'était pas évident à démontrer. Et ce que je voulais signaler, c'est que en fait, les normes subordonnées sont très utiles pour pouvoir définir des fonctions un petit peu particulières, des fonctions par exemple qu'on voudrait définir de manière polynomiale ou plus précisément par rapport à des séries qui convergeraient. Donc en fait, une norme subordonnée est toujours une norme d'algèbre. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que, bon, bien sûr, c'est une norme, mais en plus de ça, elle est sous-multiplicative. Autrement dit, si vous regardez la norme triple de f rond g, vous allez pouvoir dire qu'elle est inférieure ou égale à la norme triple de f fois la norme triple de g. Et ça, c'est une très jolie propriété si on veut définir des fonctions sur l'ensemble des applications linéaires. Par exemple, si on veut définir l'exponentielle d'une application linéaire, eh bien on pourra à l'aide de la norme triple. Il suffit simplement de vérifier est-ce que la série donnée par rapport aux différentes itérations de f qu'on veut faire intervenir divisée par, bien sûr, le k factoriel, le fameux k factoriel, et si on fait la somme de tout ça, est-ce que cette série converge? Et ça va faire du sens par rapport à la norme triple, puisque grâce à la norme triple, on peut se ramener à une série classiquement convergente qui définit l'exponentielle. On peut aussi s'amuser de la même manière à vouloir définir un log d'une application linéaire. Bien sûr, ici, ça ne sera pas défini pour n'importe quelle application linéaire, mais tout de même, on peut s'amuser à inventer ce genre de choses. Et puis, bien sûr, si on veut, on peut s'amuser à définir d'autres types de fonctions sur les applications linéaires, par exemple des fonctions sinus ou des fonctions cosinus qui sont liées aux fonctions exponentielles et pour lesquelles la convergence est assez évidente à assurer. Et donc voilà, on pourrait s'amuser à faire ce genre de choses sur les applications linéaires, et ce, grâce donc à ces propriétés de norme d'algèbre pour la norme subordonnée. Bien sûr, c'est pas forcément la seule norme qui vérifie cette propriété-là, mais le fait d'en avoir au moins une permet d'assurer la possibilité de définir ces opérations-là sur les applications linéaires. Bien, donc voilà, ça c'était une première chose que je voulais vous partager. Une autre chose, c'est concernant la question de projecteurs orthogonaux qui viendra un petit peu plus tard. Alors ici, nous travaillons avec des applications linéaires, mais il y a un autre truc qui pourra être intéressant dans cet exercice, ça va être l'exo de colle numéro 93. On parle de projection orthogonale sur un convexe fermé. Alors, attention, cette projection orthogonale n'est pas nécessairement linéaire. Je tiens à le signaler parce que c'est quand même très important. Donc la projection dont je parle ici n'est pas forcément une application linéaire. Mais c'est en fait un moyen d'approximer un élément qui correspondrait à ce qu'on voudrait être une projection sur un convexe fermé quelconque. Et en fait, pourquoi je mentionne ça? C'est parce que je le mentionne dans le cadre où on pourrait se poser la question si, étant donné un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de E, est-ce qu'on peut définir un supplémentaire orthogonal? Car en dimension finie, ça c'est assuré. Ici, comme on travaille avec un R espace pré-hilbertien, je n'ai pas supposé a priori qu'il y a une question de dimension finie. Eh bien, ça, plus quelques petites propriétés comme l'inégalité de Bessel, permet d'assurer
qu'on a la possibilité de définir un supplémentaire orthogonal si on le souhaite. Donc je me permets de le mentionner, même si en soi dans cet exercice on n'en a pas vraiment besoin, mais je vous le signalerai à quel moment on pourrait très bien passer par là si on voulait se simplifier un petit peu certaines choses, même si ça simplifie pas tout, mais ça permet quand même peut-être d'avoir une vue assez d'ensemble qui permet peut-être de simplifier certains points de la preuve que je vais vous proposer. Donc, je tenais à signaler. Donc, si on ajoute à ça l'inégalité de Bessel, je crois que c'était aussi un exercice sur la chaîne. Si je retrouve la référence, je vous la donnerai en description, bien sûr. Donc, l'inégalité de Bessel, je ne sais même plus s'il y a un S ou pas à Bessel, je vais faire comme s'il n'y en avait pas. Eh bien, ça nous permet d'assurer existence d'un supplémentaire orthogonal à tout SV fermé, convexe. Donc convexe c'est évident, mais fermé de E. Et ça permet de ramener à quelque chose dont j'avais peut-être déjà parlé dans un autre exercice aussi, la question de parfois se poser la question, est-ce qu'un espace vectoriel est dense dans un autre? Eh bien, la question de la densité pourra être assurée par rapport à la fermeture du sous-espace vectoriel qui est en jeu, et donc notamment à son orthogonale. Si son orthogonale n'est pas 0, eh bien, ça va donner justement un orthogonal qui va être supplémentaire à l'espace qui est en jeu. Si par contre, le supplémentaire est nul, ça veut dire qu'en fait, l'espace que nous avons sous les yeux est un espace dense dans l'espace des fonctions, ou dans l'espace vectoriel qui est ambiant. Donc ça, c'est par exemple ce genre de propriété assez intéressante qui peut découler de l'exercice ici de projecteur orthogonal. Je répète encore une fois, cette propriété n'est pas quelque chose par laquelle on est obligé de passer, mais si tant est que ça peut donner d'autres idées de résolution, eh bien j'en parle si ça vous dit d'essayer d'utiliser peut-être des supplémentaires orthogonaux. Au moins ici, c'est justifié, vous pouvez très bien le faire. Bien, je pense avoir dit ce que j'avais à dire concernant cet exercice. Donc je le répète, un exercice de deuxième année de classe préparatoire, à condition d'avoir vu suffisamment de choses sur les espaces Hilbertiens et tout le tralala. Je pense que tout est dit. Donc je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je vais faire un tout petit peu de place et on va partir pour la résolution. Je pense que je n'ai pas besoin de donner de plan. Hop. Par contre, si vous vous êtes bien frotté à cet exercice, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait quand même un sens bien plus difficile que l'autre, a priori, et qu'il fallait vraiment bien s'y prendre pour pouvoir conclure. Alors, je vais partir avec le sens qui est le plus simple, qui est ici le sens direct. Donc, je vais considérer un projecteur orthogonal, encore une fois non nul, bien sûr. Hop. Donc, considérons un projecteur orthogonal. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un projecteur, ça implique quand même des choses assez importantes. Un projecteur, c'est P rond P égale P, d'accord? Ça fait partie des propriétés de base. Mais une autre conséquence, c'est le fait que l'image et le noyau sont supplémentaires dans l'espace tout entier. Donc là, en l'occurrence, je peux écrire que E, c'est donc im de P plus ker de P. Et qui plus est, ici, comme le projecteur est orthogonal, je peux affirmer alors que le noyau, c'est l'orthogonal de l'image. Bien, alors maintenant, on va essayer de démontrer que la norme triple est égale à 1. Pour cela, c'est ce qu'on fait généralement quand il s'agit de déterminer un sup. On va d'abord démontrer que ce sup, il est toujours plus grand. Donc la valeur qu'on va obtenir ici, 1, est toujours plus grande que n'importe quel quotient qui s'écrit sous cette forme, ce qui permettra d'assurer que le sup est nécessairement inférieur ou égal à 1. Puis ensuite, on montrera qu'on peut trouver un vecteur pour lequel on va avoir l'égalité. Voilà, donc c'est ce qu'on fait généralement quand on veut déterminer la valeur d'un sup. On montre d'abord qu'on est toujours inférieur ou égal à la valeur qu'on suppose être le sup, et ensuite on montre que cette valeur est atteinte pour un élément de l'ensemble dans lequel on est en train de travailler. Donc c'est ce que je vais faire. On va d'abord démontrer alors que la norme triple de P est inférieure ou égale à 1. Alors pour démontrer cette chose, je vais juste m'amuser à faire le calcul, quoi. Je vais prendre soit x, un élément de E. Ce x, je peux l'écrire comme
y plus z avec y dans im et z dans ker. Ok, bon, jusque-là, rien de très choquant. Alors maintenant, si je m'amuse à regarder P de X, bah, P de X, je sais que ça va faire P de Y plus P de Z. Et c'est là où les propriétés de projecteur interviennent aussi. Donc P de Z, je sais que ça va faire 0 parce que Z est dans le noyau. Et puis P de Y, Y étant dans l'image de P, je sais que ça va faire Y. Donc au final, j'obtiens juste Y. Et donc, bah, la norme de Y, ok, la norme de Y, si on réfléchit un petit peu, ça va être inférieur ou égal hop, à la norme de... Donc peut-être qu'il faudrait que je mette des carrés. C'est là où je suis en train de me rendre compte peut-être. Ouais, je vais peut-être préférer mettre des carrés parce que j'aimerais bien utiliser une propriété de Pythagore. Donc vous allez normalement le voir venir. Hop. Donc si je mets des carrés juste un instant, la norme de y au carré est bien inférieure ou égale à la norme de y au carré plus la norme de z au carré. Pour l'instant, j'ai juste ajouté un terme qui est positif. Mais là, l'avantage, et c'est ce que je disais, je vais pouvoir utiliser Pythagore parce que je sais que x et y sont orthogonaux l'un de l'autre. Donc ça veut dire que je pourrais ajouter un 2 fois produit scalaire de x, y, enfin de y, z si je veux. Et par conséquent, obtenir ici, en fait, la norme de y plus z au carré. Et donc, bah, je peux enlever les carrés maintenant et dire en fait que la norme de y est donc inférieure ou égale à la norme de y plus z. Mais y plus z, c'est x. Et y, c'est p de x. Donc, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que la norme de p de x est en effet inférieure ou égale à la norme de x. Et ce, pour tout x. Donc là, en l'occurrence, pour tout x non nul, j'ai bien la norme de p de x sur la norme de x qui est inférieure ou égale à 1. Gagné, je viens donc de démontrer que la norme triple est inférieure ou égale à 1. Alors maintenant, pour démontrer que la norme triple est exactement égale à 1, comme je l'ai dit tantôt, je vais juste vous montrer qu'il existe un vecteur pour lequel on est assuré d'atteindre cette borne. Et c'est là où le fait de supposer que le projecteur est non nul va être important, puisque comme il est non nul, je sais qu'il existe un élément dans l'image, un élément non nul dans l'image. Donc il existe y0 dans l'image de P, tel que y0 est non nul. Et par conséquent, je sais que P de y0, c'est y0, ce qui va impliquer alors que la norme de P de y0, c'est égal à la norme de y0, et donc que la norme de P de y0 divisé par la norme de y0, eh bien ça donne 1. Et voilà, c'est gagné, je viens de démontrer qu'il y a un vecteur pour lequel on atteint la valeur 1. Donc, on a démontré que le sup était inférieur ou égal à 1 et on a démontré qu'il existait un vecteur qui atteignait la valeur qui nous intéresse. Par conséquent, ça veut dire qu'en effet, la norme triple est bien égale à 1. Et donc, on vient de conclure le sens direct. Maintenant, on va attaquer le sens indirect. Et c'est là la plus grosse difficulté. Je vais maintenant effacer. N'hésitez pas à faire des pauses ou à revenir en arrière dans la vidéo pour revoir des explications. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires, encore une fois, c'est fait pour ça, le support vidéo. Hop. Ok. Alors, on est reparti. Voici, démontrer le sens indirect. Donc, on a toujours un projecteur non nul, mais il est plus supposé orthogonal. Mais par contre, on sait que la norme triple de P est égale à 1. Et c'est ici que vous pourriez vous amuser à utiliser le fait qu'il existe un supplémentaire orthogonal. Parce que vous pouvez très bien prendre im de P, vous pouvez très bien vérifier que c'est un fermé, et fermé, donc convexe, et donc vous pouvez affirmer qu'il existe un supplémentaire orthogonal. Le problème ici, c'est attention de ne pas aller trop vite, à croire que si je peux écrire im de P plus quart de P, mais aussi im de P plus l'orthogonal, alors par conséquent, l'orthogonal est égal au noyau. Ça, c'est complètement faux. D'accord ? Vous pouvez très vite faire un exemple en dimension 2 pour vous en convaincre que ça ne marche pas. Prenez deux droites orthogonales, puis ensuite deux droites qui ne sont pas tout à fait orthogonales, mais vous ne changez pas l'une des deux droites, eh bien, les deux espaces donnés par la droite orthogonale et la droite qui n'est pas orthogonale, c'est pas les mêmes espaces. Et pourtant, la somme directe est bien une somme directe entre les deux, bien sûr, et ça donne le même espace, qui est R2 tout entier. Donc vraiment, faites attention à ça quand même, mais bon, voilà, vous pourrez très bien s'y prendre de la manière où on voudrait juste amener l'orthogonale l'espace orthogonal, donc
le supplémentaire orthogonal à l'im de P. Et une fois qu'on a ce supplémentaire orthogonal, montrer que c'est bien le noyau. On pourrait très bien le faire comme ça. Ici, je vais plutôt le faire un peu en sens inverse, puisque grâce à la propriété de projecteur, je peux au moins assurer qu'on a le noyau de P qui est supplémentaire à l'image de P. Et ensuite, on va chercher à démontrer en fait que le noyau de P, c'est bien l'orthogonal. Et on a gagné. Donc, comme P est un projecteur, on peut toujours affirmer, ça c'est toujours vrai même en dimension infinie, on peut encore affirmer que E c'est bien im de P plus quart de P. Et comme je l'ai dit à l'oral, vous auriez pu décider plutôt d'écrire E comme im de P plus son orthogonale et essayer de montrer que l'orthogonale, c'est le noyau de P. Ici, je vais plutôt le faire dans ce sens-là, montrer que le noyau de P, c'est l'orthogonale de im de P. Donc, on va montrer im de P orthogonale, c'est bien quart de P. Bien, et on va démontrer donc une première inclusion. La première inclusion qu'on va démontrer, c'est le fait que le noyau est inclus dans l'orthogonale. Alors, va falloir s'accrocher un petit peu. Je vais prendre Z dans le noyau, donc soit Z dans le noyau. Ok. Je suis en train juste de réfléchir un petit peu à comment je vais m'y prendre. Donc, ce que je peux faire, c'est faire intervenir un élément de l'image pour faire le tour un peu de tous les vecteurs que je pourrais avoir. Donc, faisons ça. Et du coup, je peux affirmer quelque chose parce que j'ai très envie d'utiliser cette hypothèse. Je vais l'utiliser donc. Pour n'importe quel y dans im de P, je peux au moins affirmer que la norme de P de y plus z est inférieure ou égale à la norme de y plus z. Ça n'a pas de problème, c'est toujours vrai, il n'y a pas de souci avec ça, puisque on a la norme triple qui est égale à 1, donc ça signifie que le quotient entre ces deux-là doit être de norme inférieure ou égale à 1. Donc ça, pour l'instant, on est content, on est bien. Bon. Alors, le P de Y plus Z, bon là, Z étant dans le noyau, ça fait 0, et Y étant dans l'image de P, ça va faire Y. Donc on se retrouve finalement avec la norme de Y qui est inférieure ou égale à la norme de Y plus Z. Et comme je l'ai fait dans le sens direct, ce n'est plus au tableau, mais comme je l'ai fait dans le sens direct, je vais mettre au carré l'inégalité et puis m'amuser à utiliser quand même les propriétés d'espace pré-hilbertien. Même si je n'ai pas le théorème de Pythagore, je peux quand même faire intervenir un produit scalaire. Et c'est exactement ce que je vais faire. Donc ça va impliquer que la norme de y au carré est inférieure ou égale à la norme de y, alors peut-être je vais y aller par étapes, norme de y plus z au carré. Et là, j'utilise la formule du produit scalaire. Donc développer cette norme au carré, ça va faire norme de y au carré plus 2 fois le produit scalaire de y contre z plus la norme de z au carré. Et là, il y a 2-3 trucs qui se simplifient dans les inégalités. La norme de y carré se simplifie. Puis là, je vais m'amuser à mettre le produit scalaire qui est ici de l'autre côté. Donc là, je me retrouve avec moins 2 fois le produit scalaire de yz qui va être égal, enfin qui va être inférieur ou égal à la norme de z au carré. Et là, vous devriez commencer à avoir quelque chose qui devrait vous faire vriller. Pourquoi ? Parce que au tout début, on avait le choix de n'importe quel élément dans l'espace im de P. Je vous rappelle, encore une fois, on a l'hypothèse que P est non nul. Donc vous savez qu'il doit y avoir un vecteur non nul dans cette affaire. Et ce vecteur non nul, si vous multipliez par n'importe quel coefficient dans R, vous restez encore dans l'espace en jeu. Du coup, vous pouvez faire en sorte que la norme de ce Y tende vers plus infini. Rien ne vous en empêche, a priori. Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire. Ce que je vais faire ici, c'est que si je suppose que j'ai un Y0 pour lequel le produit scalaire n'est pas nul, eh bien, à partir de ce Y0, je vais multiplier par des scalaires et je peux réobtenir la même égalité que ce que je viens d'écrire là en multipliant par ce scalaire. Et puis après, ce scalaire, je vais le faire tendre vers plus ou moins infini suivant le signe de ce que nous avons par rapport au produit scalaire avec Y0. Et une fois que j'ai ça, eh bien, j'arrive à une contradiction puisque ça devrait être borné par la norme de Z au carré. Voilà l'idée générale de la chose. Donc, supposons que il existe, supposons qu'il existe y0 dans im de P tel que
le produit scalaire de y0 avec z est non nul. Tant qu'à faire, quitte à multiplier par un moins 1, je vais supposer que ce produit scalaire est positif, et négatif plutôt. Je pense que je vais préférer qu'il soit négatif. Ok, je vais faire ça. Donc, quitte à multiplier par moins 1, supposons que ce produit scalaire, je pense que je vais préférer qu'il soit négatif. Ok. Et puis, par conséquent, je peux écrire alors que pour n'importe quel t, pour tout t appartenant à, ici je veux des réels positifs, je pense, pour n'importe quel t dans R+, je vais pouvoir écrire que t fois y0 est bien dans t fois y0 est bien un élément de im de p, et du coup l'inégalité que j'ai écrite ici est encore vraie, ce qui veut dire alors donc qu'on a moins 2 fois t fois produit scalaire de y0 avec z qui va être inférieur ou égal à la norme de z au carré. Et donc on a une contradiction avec, enfin en faisant tendre t vers plus infini. Donc si je fais tendre t vers plus infini, là on se retrouve avec 2 fois quelque chose qui est strictement négatif fois moins 1, donc strictement positif, fois t, et ce t vous le faites tendre vers plus infini, vous vous retrouvez avec un truc aussi grand que vous voulez, mais qui devait être majoré par quelque chose de fixé. Donc vous avez une contradiction. D'où le produit scalaire de y0 avec z qui doit valoir 0, et ce pour n'importe quel y0 dans im de p. Et voilà, c'est terminé. On vient donc de démontrer que z est bien dans le orthogonal de l'image de P. Est-ce que j'ai fait une bêtise? Non, je pense que c'est bon. Très bien. Donc là, on conclut que z est bien dans im de P. Et c'est, je pense, à ce moment-là qu'on pourrait conclure un peu plus rapidement en utilisant le fait qu'il existait bien un orthogonal, un supplémentaire orthogonal à im de P, et en jouant là-dessus, grâce au fait qu'on a démontré l'inclusion maintenant d'un espace dans l'autre, on devrait pouvoir conclure l'égalité entre les espaces en jeu. J'imagine qu'on peut faire une preuve dans ce sens-là. Mais moi ici, je vais vous proposer juste une preuve assez élémentaire, ne faisant pas appel à des gros trucs, et je vais donc démontrer l'inclusion dans l'autre sens. Vous allez voir que c'est pas plus coûteux que ça. Donc démontrons maintenant que im de P orthogonal est inclus dans ker de P. Bien, alors je vais prendre x dans im de P orthogonal. Ce x, je sais qu'il est dans E, quoi qu'il arrive, donc je peux quand même le décomposer en un élément de im plus un élément de ker. Donc je peux quand même écrire que x est égal à y plus z, avec encore une fois y dans im de P et z dans ker de P. Je rappelle, et on l'a démontré, que ker de P est inclus dans im de P orthogonal. Ça va être assez utile pour simplifier les calculs qui vont suivre. Donc là, en l'occurrence, si je m'amuse à regarder le produit scalaire de x avec y, bon, ça, je sais que ça fait 0, étant donné que x est supposé être dans im de P orthogonal. Mais d'un autre côté, ça, c'est la même chose que produit scalaire de y avec y plus produit scalaire de z avec y. Mais z, je sais qu'il est dans im de P orthogonal, donc ça fait aussi 0. Par conséquent, je m'en trouve avec juste la norme de y carré. Et là, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que la norme de y carré est égale à 0. Donc ça veut dire que y égale 0. Et donc ça veut dire alors que x est bien dans le noyau de P. Qu'est-ce que je viens de montrer donc? On vient de démontrer l'inclusion dans l'autre sens. Par conséquent, on a bien que le noyau de P, c'est bien l'orthogonal de l'image de P. Et donc, ça veut dire que P est bien un projecteur orthogonal. Ceci permet de conclure le résultat voulu. Et voilà, encore un exercice de fait. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un très joli exercice d'algèbre linéaire, faisant
des manipulations sur des questions de noyaux et d'image assez classiques, je pense, quand on travaille avec des projecteurs ou aussi des projecteurs orthogonaux, et faisant aussi un lien avec les normes subordonnées, qui est aussi une autre notion assez intéressante qu'il faut savoir manipuler quand on est en classe préparatoire, et notamment quand on veut préparer des concours type central ou XENS. Je pense que c'est la moindre des choses à savoir faire. Et donc, bon, bah là, ça vous montre un exercice assez intriguant où il a fallu faire une manipulation assez bizarroïde. Manipulation qu'on a peut-être déjà entrevue quand même hein, dans d'autres exercices. Hein. Je pense notamment à un autre exercice où il fallait caractériser les normes qui venaient d'un produit scalaire. Hein, je pense à cet exercice-là que je pourrais mettre en description si ça vous intéresse, où on avait fait des manipulations qui ressemblent un petit peu, là, notamment le fois t là et ce t qu'on veut faire tendre vers plus infini, même si dans l'autre exercice que je suis en train de mentionner, on ne faisait pas tendre t vers plus infini. Mais il y a un petit jeu qui ressemble un petit peu à ça, et je trouve ça rigolo de le retrouver à travers cette question de normes subordonnées. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Pas grand-chose. Hein. Je pense juste que cet exercice est très joli à faire et je vous invite fortement à le retravailler au besoin s'il y a 2-3 points qui ne vous ont pas paru très évidents. Je pense que ça fera pas de mal, notamment pour retravailler donc tout ce qu'il faut sur les espaces prébertiens et notamment cette norme subordonnée. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et donc à très bientôt. Salut à tous!